on te fait prendre conscience que tu es un manager comme un manager qui est là peut-être depuis déjà 5-8 ans dans l'entreprise, alors que tu es un minot, quoi. Tu découvres et tu vas un peu aussi au culot. Il faut juste avoir la passion et l'envie de le faire et vous pouvez avancer aussi. Je sais ce que je sais faire, après ce que je ne saurais pas faire, je l'apprendrai. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Il est manager de restaurant de l'année 2022 selon le Goemio des Émirats Arabes Unis. Mon invité a travaillé sur des continents très différents et auprès des plus grands. Je suis ravi d'approfondir son parcours international. Bonjour Hervé Laurie. Bonjour Maxime. Hervé, tu nous parles, j'imagine, d'un pays lointain. En tout cas, je crois qu'il est assez lointain. D'où est-ce que tu nous appelles ? Eh ben écoute, lointain, ça, on va dire 6h30 d'avion de Dubaï, tout simplement, le pays où je suis actuellement dans les Émirats. Que te dire, il fait beau, il fait chaud, je pense presque aussi chaud qu'en France actuellement, mais Ouais. non, c'est une ville à découvrir pour ceux qui connaissent pas forcément. On peut avoir de l'appréhension en y allant au début, mais qui reste en fait une très belle découverte. Et ça va faire maintenant bientôt 5 ans. Waouh. On va parler de tout ça en détaillant un petit peu ton parcours, mais je voulais tout de suite rentrer dans ce vif du sujet. Tu as été nommé et j'étais agréablement surpris de voir l'article dans le Goemio. Je crois que c'est manager de restaurant de l'année pour la première fois sur le Goemio États-Unis, Émirats Arabes Unis plutôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh ben, écoute, ça a été une excellente surprise pour moi aussi. Je m'y attendais vraiment pas du tout, puisque le Goemio est arrivé cette année à Dubaï, et dans les Émirats, puisqu'il n'y a pas que Dubaï, il y a Abu Dhabi aussi. Ouais. Donc c'est la première édition du Goemio Exactement, tout à fait, ouais. Émirats Arabes Unis. Ouais. D'accord. Et donc, voilà, déjà, j'ai été nominé, on était 5 nominés. Alors nous, on savait pas du tout, c'est un peu comme le Michelin, c'est-à-dire qu'ils sont inconnus, ils viennent incognito, ils ne se présentent pas, ils te disent pas qui ils sont, ils viennent manger comme un client lambda. Heu et puis voilà, et puis tu fais ce que tu sais faire généralement. Et donc, on a reçu un message nous disant que le restaurant déjà par lui-même était sélectionné heu, pour la note sur 20 plus les TOC, et une catégorie de plusieurs, donc le chef de l'année, le pâtissier de l'année, le restaurant manager de l'année, donc voilà, plusieurs catégories. Et en fait, D'accord. c'est le chef de cuisine avec qui je travaille, Mathieu Balbino, qui m'a annoncé ça. Et donc j'étais un peu surpris, je m'y attendais pas du tout, déjà de voir mon nom et d'être sélectionné parmi. Parce qu'en fait, surtout, oui, c'est pas comme un concours auquel tu t'inscris. C'est Ah, vraiment pas du tout. Goemio qui choisit de manière complètement subjective. C'est leurs critères et d'ailleurs, tu ne connais pas ces critères Du et ils tout. décident de qui ils vont nominer et qui vont sélectionner. Et au sein de cette sélection, ils en nominent un seul. Tout à fait. En fait, on était donc 5, dont des managers du Bourj Al Arab et des belles maisons, entre autres. Donc Mhm. on se dit: «Bon, J'imagine, oui. on n'y croit pas trop». Voilà, sans prétention aucune, donc voilà, on sait ce qu'on fait avec les équipes. Et on pense pas automatiquement d'être un peu pris à part pour être dans cette catégorie-là. Et la plus belle surprise, c'est quand on a les résultats Ouais. pendant le dîner de gala où personne ne sait rien, et on y va pour vraiment, et superbe Waouh. événement organisé par le Goemio avec le Bourj Al Arab. Ça se passait au Bourj Al Arab.
Et en fait, on Donc fait Burj Al Arab, tout. pour ceux qui connaissent pas, c'est la plus haute tour de Dubaï. En tout cas, je sais pas si elle l'est encore, Non, mais ça c'est Burj Khalifa. Burj Al Arab, Burj c'est Khalifa. en forme de voile de bateau qui est Oui, tu as raison, l'hôtel excuse-moi. qui s'autoproclame à 7 étoiles. D'accord, oui, exact. Et donc voilà, donc le lieu en lui-même est magnifique. Et puis là où ils ont fait le gala, non, c'était organisé vraiment de main de maître. Ils ont été pour la première Donc, édition. Donc on se sent un peu voilà, privilégié. Déjà d'y participer parce que tout le monde n'y a pas été convié. Donc d'y être, c'est déjà de se dire qu'on était les premiers là-bas. Et puis le soir du gala, d'entendre son nom, c'est juste dingue, on s'y attend pas. Et ouais. ça amène plein d'émotions depuis les années où je fais ce métier maintenant, parce qu'on n'est C'est pas c'est c'est beaucoup vraiment sur. une je l'imagine un peu comme les Césars, dans un endroit comme le Burj Al Arab, ça devait être assez, prestigieux comme événement et justement, ça vient récompenser ton parcours, professionnel. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu de ce parcours-là. On a bien compris maintenant que tu étais à Dubaï, mais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus de comment est-ce que tu en es arrivé, jusque-là? Waouh! Écoute, j'ai pas forcément écouté ou fait ce qu'on me demandait de faire. Donc j'ai fini mes études et je suis parti, directement, à l'étranger. Donc heu, en commençant en cuisine. J'étais pas en salle à la base, je commençais en cuisine et Ouais. j'ai fait, mes études, en tant que cuisinier et puis j'ai fait en candidat libre après, concernant la salle. Et je suis parti en Angleterre pour commencer, pour apprendre et me perfectionner un peu dans mon anglais. Mais en laissant la cuisine parce que je trouvais pas «d'attrait» entre guillemets sur la cuisine, anglaise. Et je me suis dit: «Ben, déjà maîtrise la langue et le mieux c'était d'être en contact avec, les clients et autres». Donc j'ai commencé là-bas à Eastbourne dans le East Sussex en Angleterre. Mmh. Et voilà, je suis resté 3 ans. Ensuite, je suis, parti, dans les îles, à Bora Bora, prendre un peu le soleil, Waouh! et déconnecter parce que c'était quand même intense, déjà à l'époque. Et j'étais encore jeune et je suis encore jeune. Je me dis: «Ouais, on voyage sans visa, sans rien, c'est simple, donc pourquoi pas?» Donc j'ai fait mes entretiens et ça s'est très bien passé. Et je suis parti là-bas pendant 1 an. Profiter, de la magie de la Polynésie française parce que c'est des îles à découvrir Ouais. et surtout une culture à découvrir avec des personnes vraiment, extraordinaires où ils ont envie d'apprendre. Et on est là en tant qu'un peu, prof à leur montrer, à leur donner envie en fait, de ce métier-là. Et voilà, mais on s'ennuie rapidement. Du Mmh. coup, pendant que j'étais sur l'île, je cherchais un peu à droite, à gauche et savoir sur quoi je pouvais partir. Et j'ai été contacté par un chasseur de tête, pour un projet aux États-Unis. Et chose qui, a pris beaucoup de temps, mais j'y croyais pas trop parce que, il y avait à l'époque l'internet pas aussi, accessible que maintenant. Il y avait, le décalage horaire, Ouais. et pour les entretiens et autres. Mais, une agence s'occupait de tout et il suffisait juste de passer tous ces entretiens-là avec cette entreprise au début, dont je ne savais pas forcément, sur quelle entreprise je me dirigeais. Et donc on m'a proposé et on m'a dit: «Voilà, il y a une entreprise qui serait intéressée, qui se trouve, à Las Vegas». Donc Waouh! à l'époque, quand tu entends ça, tu te dis: «Waouh», exactement, c'est le côté, Mmh. un peu effrayant parce que, Bien quand sûr. on te donne le nom de l'hôtel, que c'était au MGM, Grand Hôtel. Donc quand tu regardes et tu vois 5 000 chambres, tu dis: «Ah ouais, quand même, je pars dans un truc qui quand même, On est est quand très même, loin de l'environnement Polynésie française, là. complètement différent», ouais, complètement. Mais je me dis: «Ouais, ça peut être, sympa», mais j'y croyais pas sans plus. Je me dis: «Mais il y en a 50 ou 100 qui, heu, qui postulent pour un poste comme ça, donc à voir». Et donc ça a pris 5 mois d'entretien, entre l'agence et l'hôtel et autres. Et on m'appelle en me disant: «Écoutez, voilà, j'ai une bonne, une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous avez envie, vous pouvez quitter, votre île magnifique. Et la bonne nouvelle, c'est, le MGM sera ravi de vous accueillir à Las Vegas». Et alors là, ouais, Incroyable. là, c'est pas je dire le rêve, mais c'est après que je me suis dit: «Waouh, ils ont une méthode de management complètement différent, de,
que j'ai découvert après par la suite, mais pas sur le moment, mais leur approche, leur management à l'américaine qui, des fois, peut être pour certaines personnes un peu trop à l'extrême. Là, c'était vraiment plein les yeux, quoi. La lumière, quand tu arrives, le bruit des machines à sous dans les casinos, l'ambiance. Et on te prend vraiment, étant jeune, je crois que j'avais 23 ans à l'époque, on te dit, mais on te fait prendre conscience que tu es un manager comme un manager qui est là peut-être depuis déjà 5, 8 ans dans l'entreprise, Ouais. alors que tu es un minot, quoi. Tu découvres et tu vas un peu aussi au culot. Tu dis que voilà, je suis capable de le faire. Et voilà, et donc tu fais tes preuves tous les jours et t'en as plein les yeux tous les jours et tu apprends énormément. Et on te fait confiance et on te laisse ta chance. Et ça, chose, on va dire, un peu rare, malheureusement, dans certains endroits que tu peux avoir envie d'aller en France. Je Ouais. trouve que leur approche et leur... Bah, c'est le côté très anglo-saxon, ça j'en ouais, parle assez régulièrement dans des épisodes où en effet la personne qui travaille bien, qui se donne peut rapidement monter évoluer, parce que justement on lui donne bien sûr. confiance. Et elle n'est pas uniquement valorisée par ses diplômes et une hiérarchie très lente où il faut attendre avant d'évoluer. Quelqu'un de bon et travailleur aux États-Unis comme en Angleterre peut grandir assez vite. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. C'est absolument ça. Il n'y a pas Mm. forcément, des fois je le dis, hein, euh, les écoles qui viennent de temps en temps nous voir, on leur dit non mais vous savez, il faut juste avoir la passion et l'envie de le faire et vous pouvez avancer aussi. C'est bien d'avoir Bien un, sûr. un bagage, mais il faut aussi être un peu débrouillard et savoir. Et ça, on l'apprend pour moi en voyageant. Et c'est aussi ce qui est génial dans ce métier, c'est que du coup, la personne motivée et travailleuse qui se donne les moyens peut évoluer, malgré un bagage, de diplôme, pas forcément très important. Ouais, tout à fait. Et donc voilà, donc après, le visa c'était des visas de 18 mois et le visa arrivait donc à sa fin et il y avait un conseil d'un père d'un ami qui disait il faut aller à Paris, il faut faire des maisons parisiennes, il faut aller dans des palaces parisiens. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas. Et comme j'ai pas eu de renouvellement à l'époque, c'était les G1 et il y avait des difficultés sur. C'est très difficile pour avoir après sur des visas. Alors c'était les O1 ou les O2 à l'époque. Donc du coup, on a regardé un peu ailleurs ce qui pouvait se faire et est arrivé un petit retour en France, à Paris, où ça a été ma première expérience parisienne et Ouais qui pour et là, moi, tu avais quel âge qu'on se donne une idée? je te dis 25 ans à peu près, Ouais. ouais, 25 Une ans. première expérience en France, en fait, c'est même pas un retour, c'est une arrivée en France après déjà de belles destinations, bon, qu'on peut Ouais, considérer la Polynésie française, oui comme aussi. pas vraiment un pays étranger, mais ça reste quand même très, très loin. Avant de passer de l'autre côté aux États-Unis et de revenir ou d'aller en France. Ouais. Ouais, et c'est vrai que et honnêtement pour moi ça a été la plus grosse flip de venir à Paris, quoi. Ouais. Autant Las Vegas et les autres destinations que j'ai faites, euh, j'y allais mais sans peur. Mhm. Mais alors Paris, c'est l'appréhension parce que Palace, on se dit voilà, tu vois, ça doit monter encore un cran encore plus haut. Ouais. Tu regardes un peu. À l'époque, c'était pour le Shangri-La en 2010, et c'est vrai que c'était une ouverture, un groupe asiatique. Donc tu sais qu'en Asie, ils sont hyper très très standard et c'est très carré. Donc on se dit voilà, waouh, ça va être costaud. Et puis, la seule chose, en tout cas, pour moi, qui me faisait un peu, qui me rassurait, c'était, je me dis, voilà, c'est pas un endroit qui est déjà depuis des années et des années dans certains palaces où la Ouais. mentalité est un peu différente, où les gens sont là déjà, voilà, installés, et puis c'est comme ça, où on peut pas trop changer. Là, on arrivait dans quelque chose qui était nouveau, où on avait, voilà, carte blanche pour montrer ce qu'on savait faire. Un peu ce que j'avais vécu moi aux États-Unis, en fait, je le retrouvais en arrivant D'accord. au Shangri-La où on était certes jeunes comparé et les employés par rapport à d'autres maisons et d'autres palaces qui étaient là déjà depuis des années. Mais on voulait apporter quelque chose. Voilà, tu sais, t'as la niaque, t'es là, tu dis voilà, on peut faire
un truc un peu différent et on apportait une différence Bien sûr. dans les palaces parisiens à l'époque, puisque Shangri-La était la première maison asiatique à venir Et oui, sur Paris. avant Mandarin et Peninsula qui ont ouvert Tout à quelques années fait. après. Ouais, tout à fait. Et donc moi je suis arrivé là-bas dans un secteur que je ne connaissais absolument pas, toujours dans la restauration, mais plus dans le restaurant, mais au niveau du room service. Donc j'ai D'accord. découvert un département qui m'était complètement inconnu. Donc après je te cache pas, hein, c'est Paris, tu connais après Paris, les gens sont pas forcément faciles, c'est une autre mentalité, c'est complètement différent. Donc toi tu arrives un peu en te disant bon c'est cool, c'est à l'américaine, tout le monde est gentil. Donc c'était difficile d'un point de vue managérial? Là, quand tu dis difficile, c'est pas les clients, on parle vraiment des collaborateurs, l'ambiance d'entreprise? Pas l'ambiance, c'était vraiment après, tu sais, c'était des jeunes, il y en avait beaucoup, enfin on était jeunes, tout le monde avait envie d'avoir le poste d'un tel et il y en a qui avaient fait l'ouverture, hein, depuis moi je suis arrivé au mois de décembre, il y en avait qui avaient commencé au mois de novembre. Donc j'étais un peu la personne qui arrivait sur un poste, à l'époque qui était pas, peut-être voulu par d'autres personnes ou Et c'était quel poste? allez, moi quand je suis arrivé, c'était, superviseur room Room service service. manager? Ouais, Superviseur, d'accord, ouais. superviseur, ouais. C'est les classiques, des ouvertures. C'est vrai qu'on en parle assez souvent sur ce podcast. Je pense que bon, je pourrais faire, vraiment une série spéciale, ouverture, mais ça fait partie des particularités. On est sur une page blanche, donc l'avantage, c'est qu'on peut avancer très vite, beaucoup plus que dans d'autres palaces et d'autres entreprises. L'inconvénient, c'est qu'en effet, tu es avec plein de jeunes, qui sont tous, aussi affamés que toi et quand ils te voient arriver, c'est pas toujours du très bon œil et ils te regardent plutôt à travers le viseur prêt à tirer plutôt que pour te tendre la main. Même si ça reste une généralité, c'est quand même assez souvent vrai. Ah ouais, non, mais complètement. Et puis alors moi, j'étais déjà catalogué avant d'arriver. On avait vendu, voilà, il vient de Vegas, donc au nom. Sauf que moi, j'arrivais dans un département room service que je n'avais absolument jamais Et oui. fait. Donc je me suis dit, tu vois, ça va être du restaurant, mais version en chambre. Donc quand ils ont su que j'étais pas forcément dans ça, ça a été un peu. Il a fallu faire ses preuves et elles ont été faites. Voilà, je suis resté quand même 3 ans là-bas avec des bons et des moins bons moments. C'est ce qui m'a permis aussi de me faire. Mmh. Et puis est arrivée la période d'un autre endroit qui a été une superbe ouverture et qui pour moi a été la plus belle maison sur Paris et dans mon top 3, voire top 2, parce que je mets toujours ces deux-là au niveau hôtel, qui pour moi il reste le MGM et le Peninsula que j'ai rejoint juste après Shangri-La, parce que Tiens, tiens, ce euh, bon vieux Peninsula Paris, ah qui doit ouais, être je crois que j'ai compté septième ou huitième peut-être, intervenant, avec qui j'ai travaillé, au Peninsula Paris. Donc ça aussi, c'est un fil conducteur et c'est un hors-série spécial du podcast Hospitality Insiders. non mais c'est vrai, honnêtement, hein, moi je te le dis, ce que j'ai vécu là-bas, j'ai retrouvé réellement ce que j'avais, parce qu'on arrivait, donc c'est pareil, c'était une ouverture, mais il y avait un esprit complètement différent, beaucoup plus sain, je Ouais, trouvais. Après, j'avais aussi mes marques, je pense, de Paris, donc je me sentais aussi un peu plus à l'aise, je comprenais un peu plus le marché parisien et ce que voulait la clientèle. bien sûr. Euh, et l'accueil que j'ai eu, aussi bien donc à l'époque, c'était Thomas Vaucouleurs, notre directeur Ouais. F&B, Nicolas Belliard et Vincent Pimon, pour moi, ont été mais des super mentors, quoi, parce que Mmh. ils te font confiance à 200%. Et on est arrivé, moi je m'occupais du lobby, on était à l'époque Donc deux le lobby, pour assistants. qu'on comprenne bien, c'est le restaurant principal qu'on appelle en bon français all day dining, de l'hôtel. En fait, c'est un endroit où on peut manger du matin au soir, concrètement. Voilà, exactement. Et moi, j'avais plus un coup de cœur sur l'afternoon tea et le soir, donc je laissais ça à mon collègue le matin qui s'occupait des petits déjeuners et qui m'allait très bien. J'étais pas trop du matin à l'époque parce qu'on avait un manager qui n'est pas resté malheureusement longtemps et donc on a été pendant 6 mois à se débrouiller que nous deux. Donc un qui faisait le matin, un qui faisait le soir. Je me souviens très très bien de cette période, en effet. Et la période d'ouverture a été exceptionnelle, c'est-à-dire Mmh. on a vécu en tant que client pour tester ce qui allait pas, améliorer. On nous écoutait vraiment, voilà, les petites choses qu'on avait. Et moi, de ce que j'avais dans mon background, déjà envie de mettre en place, de retrouver un restaurant parce que
le room service, c'est un peu caché, alors qu'un restaurant, bah, tu quand même. Moi, j'avais besoin de contact client, de parler avec les gens, voilà, de raconter bah, de ce qu'était bah, mon histoire d'entendre aussi leur Mmh. histoire, parce qu'il y a des personnes que tu Ouais. rencontres dans ce milieu-là Le, qui. le, le room Franchement, service, c'est vraiment c'est les coulisses hein, de la restauration. C'est vrai qu'il y a de brèves apparitions quand on croise les clients dans les chambres, mais l'essentiel du temps, c'est dans l'ombre. Et ça, faut quand même bien s'en rendre compte. Alors après, ça convient à certaines personnes, mais comme toi qui aimais plutôt faire de la restauration de contact client, ça peut en effet manquer cruellement. bah, tu rentres vraiment dans l'intimité des gens. Et quand je te dis tu rentres vraiment dans l'intimité des gens, Ouais. ça, voilà, aussi bien des gens connus que pas connus, ou des fois c'est pas Mmh. forcément top, mais des fois c'est très très Ouais. bien. Mais ouais, là c'était plus le côté un peu chaud, tu vois. Tu fais ton show quand t'as tes clients, Au restaurant, tu veux dire? ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que, tu as des équipes que tu as drivées, que tu as formées, que tu veux juste, bah, montrer ce qu'ils savent faire et d'amener quelque chose. Moi, ça a toujours été ça, c'est d'amener quelque chose de complètement différent de Bien ce qu'on sûr. pouvait voir dans d'autres maisons, parisiennes, Bien sûr, ouais. où tu avais pas forcément tous ces petits détails. Donc voilà, Ouais. donc ça a duré pendant à peu près 1 an et demi et ensuite, ben, tu vois tes mentors partir. Tu te dis: «Bon, comment ça va se tourner?» Et puis j'ai eu un super soutien des équipes, des ressources humaines, dont Sylvie Quintin qui était, et qui est toujours, je crois d'ailleurs encore Qui est toujours la DRH du la Péninsula DRH, Paris, oui, tout voilà. à fait. Une vraie maman, adorable, qui a tout fait et m'a aidé à pouvoir partir au Peninsula, mais du côté de Beverly Hills. Donc je me suis dit: Donc «Tiens, ben». retour en plus dans un coin que tu connaissais déjà, mais dans un autre hôtel. Bah, oui et non, parce qu'en fait, Los Angeles, c'est pas du tout, bah, Las Vegas ou le Pas du tout Nevada. La Vegas, ouais. Californie, c'est pas du tout la même chose. Au moins, moi, je le pensais parce que je me dis: «Bon, c'est pas très loin», donc et la mentalité est complètement différente. D'accord. Et donc du coup, je me suis dit: «Bah, voilà», comme tu me disais, pourquoi pas retourner aux États-Unis? En plus, je connais bien, ou je pensais connaître un peu le côté, américain sur cette partie-là. Et puis je me dis: «C'est la maison, Peninsula», et en fait, oui, l'enchaînement, c'est hyper bien fait. L'accueil, là-bas au Peninsula Beverly Hills, c'était franchement topissime. J'étais la personne qui avait été pris de Paris pour un projet de réouverture. En fait, à Ouais. chaque fois, ça a été des projets d'ouverture ou de réouverture. Et j'ai fait le restaurant Le Belvédère. Il y avait le restaurant aussi au Rooftop. Mais j'ai pas trouvé, moi, ce que j'attendais vraiment de ce qu'on m'avait un peu vendu sur le restaurant. C'était vraiment, Ouais. je prenais pas de plaisir en fait. C'est-à-dire que j'avais des clients qui se prenaient, j'allais dire une salade à se partager à 5 avec 5 sauces différentes. C'est des personnes plutôt âgées, qui venaient voir des célébrités qui étaient dans le restaurant. Donc, en fait, tu faisais Mmh. la police sans vraiment faire. Enfin, je sais pas, c'était pas. Je m'attendais pas à ça. Et même au Mmh. Pas niveau du tout l'ambiance et le type de service que tu cherchais. non, et puis même au niveau, culinaire, au niveau restauration, c'était complètement, l'opposé, quoi. Après l'hôtel en lui-même était magnifique, hein, le lieu, les équipes, Bien sûr, franchement, ouais. j'ai avec qui j'ai travaillé, qui étaient Ouais. exceptionnels, et encore des cultures différentes qui, enrichit encore plus des équipes, Et de et et restaurants, du quoi. coup, comment est-ce que de là, tu as fait encore le vol, en tout cas le changement pour te retrouver aux Émirats? Et ben, même chose, j'arrivais sur une saturation et je me suis dit: «Bah, vas-y, on relance encore, donc un autre chasseur de tête». En fait, à chaque fois, c'est tombé sur des chasseurs de tête, qui m'a contacté, qui me dit: «Voilà, j'ai un projet si ça vous intéresse, soit l'Asie, soit les Émirats». Et je me suis dit: «Bon», je demandais des questions au début, je savais pas, mais avec quelle personne ou quel hôtel ou et il me dit: «Je peux pas vous dire pour le moment, mais c'est la même Parce que personne», ça, et il que me ceux dit. qui sont pas habitués quand, il y a un chasseur de tête, qui contacte généralement, tant que tu n'as pas ou signé ou en tout cas, que ton CV a été validé, on peut pas te révéler le nom de l'entreprise, le nom du chef, pour pas que tu en saches trop et cetera et cetera. Exactement, et donc du coup, il me dit juste que c'est la même personne qui gère, soit l'Asie ou les Émirats, et j'ai dit: «Bah, OK, bah, les Émirats, voilà, c'est, une culture que je connaissais pas spécialement, et l'Asie aussi», mais bah, je me suis dit: «Voilà, le côté un peu ensoleillé, de ce que tu peux voir, aussi comme tout le monde, hein, à la télé ou autre, dans les infos,
sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc je me suis dit, ben on y va. Donc on me dit, ben voilà, il y aura un entretien à faire à Paris. Et là, on m'annonce la personne et on me dit avec Pierre Gagnère. Et là, je Waouh. fais, ah ouais, ouais. Comme tu dis, ouais. Là, je me Hmm. dis, c'est un autre level. Je me dis, ouais, ok, ben on va y aller. On va Ouais. tester. Et là, c'est vraiment. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu rencontres déjà Pierre Gagnère? Déjà à ce moment-là des échanges? Ah, pas du tout, pas du tout, pas Ouais. du tout. Ça a été uniquement au début avec le chasseur de tête. Je l'ai vraiment après rencontré moi sur Paris. Parce que j'ai souvenir d'un épisode avec Xavier Tuisa où bah, c'est une autre époque, hein, mais où c'était Pierre Gagnère qui faisait lui-même son recrutement et qui l'appelle directement en lui disant viens travailler pour nous. J'imagine l'effet que ça peut faire quand tu sais que c'est Pierre Gagnère de l'autre côté et qu'on t'attend au rendez-vous. Alors moi, j'ai eu l'appel après, après l'avoir rencontré sur Paris, puisque je suis resté voir un peu et m'imprégner aussi de sa méthode de travail, son esprit, tout ça. Mais c'est vrai que quand tu entends le nom du chef, tu te dis ouais, c'est. Et même si tu fais, tu vois, j'avais fait le lobby, c'était des chefs, hein, comme Laurent Poitvin, qui était aussi un super Oui. chef avec qui j'ai travaillé. Tu te dis voilà, c'est Pierre Gagnère, quoi. Et je dis ça monte Hmm. encore un cran au-dessus. Et je me suis dit, ben, vas-y, on y va, hein. Comme à chaque fois, hein, je me suis dit, vas-y, fonce. Pas besoin. Je sais ce que je sais faire. Après, ce que je ne saurais pas faire, je l'apprendrai et on adaptera. Et voilà. Et puis, il m'a rappelé et il m'a dit, écoutez, vous êtes prêts à faire vos bagages. Le restaurant ouvre dans 15 jours. Et là, tu te dis, ah ouais, une ouverture Waouh. encore. 15 jours pour le faire, ça va être chaud, quoi. Parce que Shangri-La, on avait fait un mois à peine. Peninsula, ça a été la même chose et c'était déjà très, Ouais. très difficile. C'est court un mois. Ah ouais, et quand on dit t'as 15 jours, tu dis encore plus, c'est encore plus de pression. Hmm. Et donc bah, tu fais tes bagages et puis tu pars direction Dubaï. Et là, tu découvres bah, une autre culture, encore des nationalités différentes. Et puis une méthode de travail où tu te dis, ben, est-ce que, après avoir fait Vegas, les États-Unis en général, en Angleterre, euh, est-ce que peut y avoir pire dans cette situation, des challenges et tout ça? Et en fait, tu te rends compte que oui, Dubaï est pas facile. Ça fait partie des questions que j'aimerais te poser, en effet, sur toi, ta vision d'occidental vis-à-vis de Dubaï, et aussi en termes de management. Là, on comprend, tu avais des années déjà de management international. En quoi le management aux Émirats diffère un petit peu? Comment est-ce qu'on manage au quotidien là-bas? Comment dire? C'est compliqué parce qu'en fait, soit tu as, au niveau des nationalités des managers qui sont, j'allais dire, anglophones ou français, principalement. Si après tu passes sur, j'allais dire, des nationalités différentes, j'allais dire indiennes, tu sens qu'il y a pas le même niveau. Il y a certes une expérience parce qu'ils sont dans le pays, mais il y a pas la rigueur. Par exemple, chez nous Français, entre guillemets, c'est ce qu'on recherche aux Émirats sur les Français, c'est-à-dire qu'il y a il y a cette rigueur-là et ce que moi j'ai pu apprendre avec Peninsula et les autres maisons, c'est ce côté de rigueur, de détail et tout ça, et qui était vraiment recherché. Et avec le chef, nous, on avait un peu ce statut à part où on amenait vraiment un petit plus, quoi. Donc, c'est ça la différence, je veux dire, il y a peut-être un manque de savoir-faire ou de connaissances, contrairement à Oui, nous. Donc, nous, on a, on va dire, le bagage un peu plus costaud pour justement. peut-être plus technique, en effet, parce qu'on a des écoles aussi, des formations qui sont adaptées. Bien sûr, et de nous de les former, c'est-à-dire d'avoir aussi un manager. Pour moi, c'est pas juste la personne qui va dire bah, fais ci, fais ça et débrouille-toi. C'est la personne qui va aussi être avec eux et au quotidien, bah, c'est un peu aussi mon taf de temps en temps d'aller les aider, de leur donner un coup de main sur du débarrassage, enfin des broutilles, tu vois, mais de Parce que sentir. toi, qu'on comprenne bien, aujourd'hui, tu es pas seulement juste manager de restaurant, tu diriges plusieurs restaurants Pierre Gagnère, c'est ça? En fait, je m'occupe voilà des deux restaurants du chef à l'Intercontinental. Alors il y en a deux, c'est celui-là de Dubai Festival City. Et en fait, je m'occupe de Choix, qui est le restaurant, on va dire du lobby, un peu dans l'idée de coffee shop, pâtisserie, mais aussi de restaurant, puisqu'on fait des plats à la carte aussi de Pierre Gagnère. Voilà, qui est ouvert le matin pour le petit déjeuner, déjeuner, afternoon tea, et on ferme le soir les cuisines à 18h30, mais on garde tout ce qui est thé, café pour pâtisserie Ouais, pour ouais. jusqu'à 21h. Et ensuite, moi, je descends donc au rez-de-chaussée. On a donc sur la promenade, en face de la crique, on a le restaurant donc qui s'appelle Pierre's, qui est donc le restaurant du chef aussi, mais qui est sur une cuisine un peu plus
plus travaillé. On n'est pas sur du Michelin, puisque Mhm. le Michelin vient juste d'arriver, donc on n'a pas encore eu l'étoile. On y travaille pour, parce que c'est aussi l'idée. On reprenait en fait un restaurant qui était vraiment du fine dining à l'époque, qui s'appelait Reflet, qui était un restaurant dont le chef tenait beaucoup à cœur, et toujours, qui a fait son temps, je crois 7 ans, et qui a fermé ses portes, puisqu'il n'y avait pas, je pense, à l'époque, cette recherche à partir d'un moment de vraiment cuisine fine dining, comme ça a pu l'être au début de Dubaï. Ça a évolué sur des restaurants qu'on connaît un peu plus maintenant, des côtés un peu plus festifs, des restaurants éphémères qui vont durer 2 ans et qui ferment. Voilà, le chef a quand même resté 7 ans avec le concept de Reflet. Mhm. Un très bon restaurant où on a toujours des retours sur ce Et donc, restaurant-là. c'est Ouais. quoi On a parlé des ouvertures, on comprend de manière générale, mais maintenant, c'est quoi le challenge dans ce climat dubaïote et d'Émirats Arabes Unis d'ouvrir un restaurant? C'est quoi la grande difficulté ou les grandes difficultés peut-être que tu as rencontrées que tu n'avais pas ailleurs? C'est tout ce qui est, en fait, tout se fait à la dernière minute. C'est-à-dire que toi, tu veux travailler en amont et tu prépares tout, et en fait, tu découvres tout à la dernière minute que, on va pas te livrer, ce jour-là, ou alors tu vas commander, mais on va te livrer au dernier moment. Moi, je me souviens toujours l'ouverture, du restaurant, de Pierre's. J'ai reçu les vins 15 minutes avant le début de la soirée. 15 minutes avant, Waouh! et j'ai couru comme pas possible pour, trouver une solution, comment, récupérer les vins, d'aller, parce qu'il y a que 2 fournisseurs sur Dubaï, et tu dis: «Mais je vais chez vous, je viens les récupérer moi-même, si vous pouvez pas me l'emmener», mais c'était important, et on a réussi à les avoir 15 minutes avant, donc en fait, c'est à chaque fois au dernier moment, quoi. Ce que je voudrais comprendre là-dedans, c'est parce que, à Dubaï, ils sont habitués, il y a quand même des grands restaurants, ils sont habitués à faire de la restauration. Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème de process? Est-ce que c'est un problème de logistique? Qu'est-ce qui, selon toi, crée un petit peu ces dysfonctionnements que toi tu vois en interne, que d'ailleurs peut-être le client lui, in fine ne voit même pas? Je pense qu'il y a eu aussi pour la période, du Covid, avec tout ce qui est, nous on a, il y a beaucoup d'importations, hein, nos produits sont importés. La majeure partie de nos produits sont importés. Après, on travaille avec des produits locaux aussi. Mais je pense qu'il y a Oui. aussi ce côté où, peut-être l'organisation, un manque d'organisation, de certains services qui ont pas forcément, les cartes en main ou les choses pour faire avancer plus rapidement. Les process prennent plus de temps. Il y a des validations qui doivent passer, après toute la «bureaucratie» entre guillemets, qui doit être validée par telle personne, qui va après à l'autre personne, qui va encore à une autre personne, avant de pouvoir faire le process de la commande. Donc il y a beaucoup de process à mettre, et à faire avant d'avoir quelque chose de concret, en fait, Ouais, d'accord. pour le restaurant. Donc ouais, c'est ça, c'est le projet de, c'est pas facile parce que tu veux essayer de, te battre pour l'étoile, parce que nous là, c'est notre goal, c'est d'avoir, Mmh. l'étoile au Michelin, qui est arrivée, 1 mois après le Goemio. On a été recommandé par le Michelin, il y a 69 restaurants, on fait partie des restaurants Waouh, recommandés, ouais. mais on n'a pas encore l'étoile, donc on va y travailler pour, Mais si et si ça. si tu me parles d'étoiles, donc c'est vrai que ça me fait faire la transition naturelle vers l'excellence de service. Ça tombe bien, c'est aussi le thème de notre podcast. Je voudrais comprendre, un petit peu toi, ta vision de l'excellence de service et aussi, de manière générale, l'approche Pierre Gagnère. Est-ce qu'il y a une influence que toi tu perçois Pierre Gagnère dans le service, dans la qualité de service? Et si oui, évidemment, quelle est-elle? Moi, j'ai découvert, ouais, ça. En fait, je me suis dit: «Mais il y a beaucoup de, j'allais dire, de points communs, ou d'idées de pensée, en fait, comme le chef». C'est-à-dire que, le principal, c'est de vouloir faire plaisir, et ça, pour moi, et le chef aussi, surtout, de se dire: «Les gens viennent chez toi ou viennent dans ton restaurant pour se faire plaisir», et c'est à nous de faire en sorte qu'on fasse tout notre possible pour que le client se fasse plaisir. Alors bien sûr, il y aura les détails du service, il y a les choses, heu qui sont réglées comme du papier à musique, qui font que ça devient un automatisme, donc on fait même plus attention. Mais c'est juste cette envie, en fait, de vouloir, donner une expérience, dire aux gens «Je m'occupe de vous, je vous pomponne, c'est votre moment à vous, vous êtes là et on prend soin de vous». On vous déconnecte, vous vous sentez comme à la maison, sans vraiment être chez vous, puisque c'est un décor différent, Oui. c'est une ambiance différente, mais qu'on vous sentez hyper à l'aise, quoi. Heu, Pas gêné, pas, parce que dans certains restaurants, tu vas aller des fois, tu vas te trouver peut-être un peu trop guindé. Voilà, on essaye de faire quelque chose de simple, travaillé, de qualité, tout en restant, ce qu'on est, en fait, de faire ce qu'on sait faire. De pas faire, ou de partir dans des choses on peut pas forcément maîtriser.
voilà, de faire du bon. Quelle clientèle vous recevez chez Pierre Gagnère? Ça reste principalement une clientèle française, les expatriés de Dubaï, voilà, qui ont envie de manger un petit bout, retrouver un petit bout de France. Nos produits sont vraiment de qualité. Alors après, c'est vrai que c'est du travail du chef de cuisine, de trouver les produits qui sont la crème de la crème. Et une fois que tu as ce produit-là, après, faut créer avec il crée avec le chef Gagnère et qu'est-ce qui peut être assemblé avec des produits Mmh. aussi locaux. Et je suis quand même intéressé, la clientèle locale, dubaïote, elle est sensible, à cette gastronomie Pierre Gagnère? Peut-être par le nom qui est quand même internationalement connu? Est-ce qu'ils sont pas du tout intéressés par ce type de gastronomie? Parce que enfin, moi, je suis français, je vais à Dubaï, je ne cherche pas spécialement à manger Pierre Gagnère, alors que Pierre Gagnère, je connais déjà en France, à Paris. Alors oui, mais Pierre Gagnère, c'est plein de choses. C'est plein de restaurants différents ou de concepts différents. Tu as par exemple à Paris Pierrot, tu as le Gaïa. Donc Pierrot, c'est sa trattoria italienne. Tu Ouais, as le Gaïa, son restaurant de poisson. Le effectivement, ouais. Balzac, qui est son restaurant, c'est la maison mère, c'est les 3 étoiles. Et nous, on est sur une bonne bistronomie, c'est-à-dire que tu vas retrouver des produits français travaillés. Donc tu vas retrouver du foie gras, les cuisses de grenouille qui aiment découvrir, les escargots, mais tu vas voir les choses italiennes avec les gnocchis, les spaghettis à la puttana. Enfin, en fait, c'est assez développé. Ça reste de la bonne cuisine bien travaillée. Après, ça peut être les riz de veau, tu vois, qui vont être pour une clientèle qui va chercher un peu plus dans un esprit D'accord, fine ouais, dining. Donc, on ouais. a cette chose, en fait, un peu melting pot, où tu as tous ces plats qui peuvent plaire aux gens qui veulent manger simple, comme aux gens qui veulent se faire plaisir, comme une clientèle Moyen-Orient qui va vouloir découvrir, qui adore les escargots, qui adore découvrir les cuisses de grenouille. Alors après, je te cache Mmh. pas que ça reste aussi des pizzas, il leur faut la volaille, ça c'est vraiment les choses, et puis le Oui. ribeye ou autre. Mais non, ils s'ouvrent vraiment et ils sont vraiment intéressés. Et puis le chef, il est connu. Alors, je te parlais des clients français, mais ouais, il y a les clients anglais, les clients japonais. Le chef, il est vraiment dans plusieurs pays. Il y a Tokyo, Vietnam, Mmh. il y a les Bien États-Unis sûr. aussi, il y a Et Londres, c'est ça aussi, je pense, qui fait le succès bien du sûr. lieu, c'est que ça permet, avec un nom comme ça, de ramener une clientèle très internationale. Mais justement, j'étais curieux de savoir un petit peu le type de profil et de ce qu'ils en disent. Et c'est surtout le personnage aussi, parce que c'est un personnage. Mais Ouais. Il se déplace, lui, de temps en temps au restaurant? Est-ce que tu l'as déjà rencontré sur place? généralement 2 fois par an, quand il Ouais. vient. Et après, tu vois, cet été, il a ouvert un restaurant dans le sud, à Aix-en-Provence, et j'y Ouais. étais pour les vacances. Donc du coup, je suis allé lui faire un petit coucou et il y était. Donc non, il est hyper abordable. C'est un vrai gentil. Et tu sais, tu pourrais penser que des chefs de génération ancienne sont très très stricts, très durs, très. Et non, en fait, moi, j'ai rien. C'est un chef d'une gentillesse, et les gens, ce qu'ils peuvent voir de la télé, pour ceux qui suivent un peu les émissions où il apparaît, Ouais. c'est vraiment le personnage qu'on voit. C'est-à-dire qu'il va te, D'accord. Ah, c'est il va te amusant. dire les choses comme ça lui vient. Euh, des fois, il fait oh, bon, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais mais c'est ouais, c'est un vrai gentil. On a les coulisses de Pierre Gagnère, là, c'est très intéressant. Tu sais qu'évidemment, dans les restaurants, vous êtes toujours très sensible aux notations TripAdvisor, La Fourchette et autres. Je voulais faire une petite pause parce que nous aussi, sur le podcast, on est sensible à ces notes. Je sais pas si tu le sais, mais on peut noter les épisodes, en tout cas le podcast de manière générale, notamment sur Apple Podcast et sur Spotify. Et les auditeurs, ils peuvent y laisser une évaluation. Est-ce que ça te dirait on leur donne un mot-clé qu'ils peuvent remettre dans le commentaire pour l'épisode et peut-être leur offrir quelque chose s'ils mettent ce mot? Ils peuvent aller te rencontrer à Dubaï. Avec plaisir. Alors, tu peux mettre hashtag Pierre Gagnère là. Et si bien sûr ils viennent à Dubaï, moi je le dis souvent, les Français qui font le déplacement à Dubaï, je leur dis venez à Dubaï. C'est pas parce que ce qu'on peut voir, c'est pas ça Dubaï. Honnêtement, il y a plein de choses à découvrir. Il y a une histoire derrière. C'est une ville. Ce qu'ils ont fait en 30 ans est juste extraordinaire. Ouais. Ils sont d'une gentillesse dingue. Donc oui, moi, les Français qui viennent, je suis toujours ravi de les accueillir.
Et si des gens me disent, on a écouté ton podcast, avec grand plaisir, je leur offre une petite coupe de Ils champagne viennent de avec gagner grand un plaisir. apéritif. Waouh! Et en plus, le service par le meilleur restaurant manager de l'année aux Émirats Arabes Unis. On Bravo fera du et mieux. merci beaucoup. Tu parles de la qualité de vie à Dubaï. On pourrait faire un épisode entier là-dessus. Moi, je suis toujours très curieux. J'ai énormément de clichés, mais on va pas trop faire dans la longueur. Néanmoins, je voudrais quand même comprendre un point. Moi, quand on me parle de Dubaï, j'avoue, je le vois à travers euh, ce cliché fort, tout construit ex nihilo. J'ai une vision très anti-écologique. Toi qui vis à l'intérieur, et notamment dans la restauration, où on est aussi sur un pôle qui consomme beaucoup, quelle est la vision de l'écologie à Dubaï et peut-être aux Émirats Arabes Unis de manière générale, mais bien sûr dans les restaurants. Restons focalisés sur ce qu'on connaît. Ça se développe plus que quand je suis arrivé. Ça remonte à 4 ans maintenant, ouais. Bah écoute, l'expo 2020 était le très bon exemple, puisque c'est sur le thème justement sur l'écologie, donc les choses qui peuvent être faites. Et j'en parlais, je sais plus la dernière fois, et il y a 2 jours, je reçois un mail d'une commerciale pour une marque d'eau. Alors, je sais plus le nom, je me souviens plus le nom, je crois que c'est Ara, je crois, mais je ne vais pas dire de bêtises. En fait, qui est une eau produite à Dubaï. Alors, tu te dis, mais une eau à Dubaï, comment ils peuvent le produire? Ouais, ça Et en paraît fou. fait, justement, sur le principe de l'écologie, justement, sur l'humidité en fait ambiant que tu as dans Dubaï, le process est de récupérer cette humidité en condensation, et l'eau qui récupère en fait est après filtrée, et il y a des ajouts de minéraux, ce qui manque en fait de l'eau qui a pu être dans le sol. Et je me suis dit, alors après, est-ce que c'est ce que je partirais sur une eau comme ça? Je ne suis pas sûr, mais au moins tu vois qu'il y a un effort. Ils essayent vraiment. Alors, il y a le bien et le pas bien, c'est-à-dire que bah, les gens vont dire, oui, mais l'eau qu'on a dans les robinets, c'est l'eau de la mer qui désalinise et qui pollue énormément. Ouais. Mais ils compensent par bah, les champs avec le solaire, par exemple, Mhm. qui se développent beaucoup. Donc, non, je pense que ce qu'ils ont fait, comme je te disais tout à l'heure, en 30 ans, est énorme. Donc, je pense que sur l'écologie, ça va aller aussi vite, et voire même peut-être mieux. Le seule chose, je pense, qui est important, c'est l'éducation en fait des gens. C'est-à-dire Ouais, c'est que moi, ce que je j'allais vois dire. C'est avec un pays qui a les ressources, mais il faut qu'en effet il y ait une prise de conscience globale pour qu'ils investissent ces mêmes ressources dans le développement. exactement. Non, moi, tu vois, mes équipes, j'ai des Indiens, j'ai des Pakistanais, j'ai des Ouzbeks. Tu sais, ça devient vraiment une famille. Et en fait, tu te rends compte que bah, ils n'ont pas forcément la même culture, et ils vont pas forcément traiter les déchets comme on pourrait le faire, par exemple, en France ou même aux Émirats. Donc, c'est à toi de leur montrer, en fait. C'est à toi de Bien leur sûr. dire, voilà, comment faire. Et si tu es avec eux et tu leur montres, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne, et que ça peut qu'avancer, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci en tout cas pour cette vision interne de Dubaï. On va continuer de parler de toi, mais peut-être refaire un bond en arrière cette fois-ci. Si tu pouvais voyager dans le temps, 10, 20, 30 ans, à toi de choisir, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Différemment, non, je pense pas. En fait, si je pouvais retourner en arrière, je le ferais juste pour revivre encore une fois les expériences. Ah non, mais ouais, parce qu'il y a toujours un peu ce côté nostalgique après quand tu pars, Oui, et que tu dis, voilà, les choses que je maîtrisais pas maintenant, je les maîtrise. Donc, bah, peut-être que ce sera encore mieux, ou peut-être que je vais découvrir des choses que j'aurais peut-être pas eu le temps de découvrir. Enfin, donc moi, oui, c'est de revivre en fait les moments, toutes les personnes que j'ai rencontrées, les nationalités complètement différentes, leur approche. Ouais, mais après de changer, non. En fait, je me suis toujours dit, si j'ai été à un endroit et que après je suis parti dans un autre endroit parce que telle ou telle situation s'est passée, ou telle chose est arrivée, je me dis, je crois un peu, tu vois, au côté de destin. C'est-à-dire, je me dis, voilà, si oui, ça a été fait là, j'ai eu tout jeune hein, un accident de voiture, et quand j'ai eu l'accident de voiture, ben, j'aurais peut-être pas fait le même chemin professionnel si je serais bien parti, sûr. par exemple, sur une saison à la montagne ou autre. Ça aurait été complètement différent. Donc, je me dis qu'il y a un chemin de tracé. Je vais pas m'en plaindre. Je pense que j'ai des moments que je vis ici ou ailleurs que j'ai vécu sont des super Hmm. moments, et je les revivrai, mais encore et encore. Donc,
j'avais 10-20 ans, ouais, je dirais, bah, fais pas ça, ou dis pas ça, ou prends du recul, ou Et alors, prends pas à cœur autant, quoi. Enfin, ouais. comment est-ce que tu vois maintenant l'évolution, peut-être dans quelques années, la suite, maintenant que tu as beaucoup voyagé, tu es à un poste de management presque exécutif, ce serait quoi la suite logique pour toi? Ça, c'est une bonne question. Tu sais, il y a depuis, c'est vrai que le Goemio, tu reçois énormément après de sollicitations Bien pour sûr, oui, des nouveaux projets et autres. Et c'est vrai que bon, moi, je te dis, en fait, il y a toujours, tant qu'il y a que cette envie d'apprendre et il n'y a pas cet ennui, je me dis, ben, pourquoi partir à un moment? Mais là, je suis hyper bien avec le chef, tu vois? Je me régale de jour en jour. Alors, je dis pas que c'est facile tout le temps, parce qu'on doit travailler aussi avec un hôtel qui pense pas forcément la même chose que nous, et c'est à nous de leur prouver qu'on peut faire de telle ou telle façon. Mais après, je sais pas, ce qui viendra, viendra, et après faire les bons choix. Je pense que c'est un moment d'un instant qui a fait que je me suis retrouvé là. J'aurais gardé mon confort à Paris, tu vois? Je ne serais pas parti à Beverly Hills, bah, je serais peut-être pas à Dubaï, tu vois? Et j'ai cassé certainement, oui. tout le confort que j'avais, parce que c'était vraiment du confort. Donc j'ai pris le risque. Donc là, peut-être qu'un jour, il faudra que je le prenne. Alors ça peut être avec le chef, hein, ça peut être un autre projet ailleurs Bien avec le sûr. chef, avec grand plaisir, parce que c'est de la confiance. Ça fait 4 ans et demi maintenant, et il me connaît un peu plus, je le connais un peu plus, mais ça peut être dans un endroit où j'ai une équipe pour moi, je le ressens vraiment ici à Dubaï, c'est-à-dire qui sont à fond derrière, quoi, qui croient au Mmh, projet, qui te soutiennent à fond, et c'est de la vraie gentillesse, tu vois. C'est le ouais, côté où ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de te soutenir, quand je suis pas là, quand je suis pas au restaurant parce que j'ai mes jours de repos, eh ben, mon assistant, c'est un Indien, et il est génial, parce que j'ai l'impression, pas parce que j'ai l'impression de voir ma copie, mais parce que, en fait, ce que je lui ai montré, en fait, je me rends compte qu'il le met en process, et en fait, je me dis: oui, «Bah, ce gars-là, le jour où il veut être ailleurs, bah, il fera son taf nickel, quoi, et il bien pourra sûr. faire vivre sa famille derrière, et voilà». Donc on sait pas, en fait. Je marche aussi au feeling, au coup de cœur, Je pense souvent. et je ressens ça et au challenge aussi, au projet, c'est Ouais, vraiment ça qui a et été le ton projet moteur en aussi, tout bien sûr, cas tout à fait. au cours des dernières années. Si tu devais nous recommander un seul livre, lequel serait-il? En fait, je vais faire mon Fayot, hein. C'est Pierre Gagnère. Alors pas parce que, et il y en a beaucoup, hein, mais c'est pas forcément un livre de cuisine. C'est un livre, en fait, tout simplement, avant de partir en vacances, on rangeait, hein, justement, le restaurant dans des cartons, les choses, et il y avait le restaurant d'avant où il y avait encore des cartons, donc on déballait un peu pour voir, et je suis tombé sur je pense que c'est un vieux livre, hein, je sais pas de quelle année il est. Voilà, qui s'appelle Pierre Gagnère, un principe d'émotion, chez Argol. Et en fait, bah, tu découvres un peu l'histoire du chef, en fait, parce que le chef, Mmh, c'est pas que du haut, ça a été du haut, ça a été du très bas. Il est remonté où il est maintenant, et sa philosophie, sa façon de penser, c'est un artiste là, et tu découvres, en fait, tout ce qu'il met. T'en t'en découvres, en fait, chaque jour, et en lisant le livre, bah, tu en découvres encore plus. Donc voilà, c'est celui-là ouais. du moment, parce que je travaille plus que j'ai le temps de lire. C'est que pendant les vacances où tu peux te poser un peu pour lire. Donc ça, ou alors tu lis autre chose, mais ouais, je vais dire ça, ouais, un peu son livre Écoute, là, en là. tout cas, j'espère que Pierre Gagnère, tu lui feras écouter cet épisode parce que, décidément, je pense que ses oreilles doivent siffler de toutes les choses que Ah, pour tu beaucoup, dis ouais. sur lui depuis tout à l'heure. Je vais maintenant te demander une citation favorite. J'espère que tu as une autre référence que Pierre Gagnère à me citer cette fois-ci. Ouais, ouais, alors, bah, en fait, je me suis dit laquelle, et j'ai trouvé, en fait, par rapport à le parcours, en fait, moi, je me suis dit que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Voilà, c'est une, heu, une phrase de Nelson Mandela. C'est pas de moi, c'est de C'est Nelson Mandela qui a Mandela. dit ça. Ouais, Excellent. absolument. Après toi, pour nous parler d'excellence de service, de management et tous ces autres sujets, qui est-ce que tu aimerais voir, invité sur Hospitality Insiders? Si tu me dis Pierre Gagnère, tu es obligé de l'obtenir. Eh ben, écoute, je lui demanderai, et Mmh. honnêtement, il est ouvert, puisque j'ai une cliente qui faisait des podcasts aussi comme toi,
où il a gentiment prêté de son temps pour l'interview. Donc, je lui ferai découvrir. Hein, Ouais. et si c'est positif, je reviens vers toi et ça me fera plaisir parce que je pense qu'il félicitations pour tes podcasts parce que je trouve que c'est culotté de faire ce que tu fais par rapport à l'expérience qu'on a vécue ensemble au Peninsula et il faut Mmh. sortir de sa zone de confort et tu l'as fait et chapeau. Donc je pense que d'avoir quelqu'un un peu plus connu parce que nous on est voilà des gens classiques, mais on n'est pas du Mmh. niveau par exemple du chef, mais d'avoir vraiment quelqu'un voilà qui a de l'expérience encore plus que nous qui lui déjà pourrait t'apporter, je pense, peut-être plus de détails et plus de choses sur le métier de la Ouais. restauration et sur l'excellence, parce que ouais, je te dirais, ouais, le chef, mais ça peut être aussi, mon chef de Mmh. cuisine avec qui je travaille, aussi, hein, Ouais. J'ai prévu bientôt, peut-être qu'il sera déjà sorti d'ailleurs, au moment de la sortie de ton épisode, un chef de cuisine, aussi, c'est un point que je voulais absolument aborder dans mes invités. Bon, très bien. Je note les références de chef et Pierre Gagnère, je serais ravi de vous accueillir sur, ce podcast, au moment de voilà, votre s'il choix. t'entend. Pour qui souhaiterait continuer la conversation, avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter? LinkedIn, hein, je crois que c'est le réseau professionnel et par mail, je pense que c'est la meilleure façon. Après, je vais pas donner mon numéro parce que voilà, Mmh. Mais c'est déjà pas mal, pour quelqu'un qui souhaiterait mais échanger, en après je savoir plus sur la suis vie à Dubaï aussi, peut-être, pour aller, travailler dans ces environnements ou qu'il y a tout simplement des sujets à approfondir, qu'on n'aurait pas suffisamment poussé pendant l'épisode. C'est toujours, une bonne exactement et après suite. je suis ravi de rappeler la personne, vraiment qui a des questions, moi je le dis souvent, hein, les questions, on ne sait pas trop avant d'aller dans un pays ou autre, je suis, vraiment Mmh. ouvert pour donner des infos si on peut aider avec grand plaisir. Ouais. Et enfin, mon cher Hervé, je te laisse, le mot de la toute fin. Si tu as un dernier message à faire passer à nos insiders, qui est toute la communauté des auditeurs, qui sont pendus, à tes lèvres, quel dernier message Ou tu aimerais leur endormi. faire passer? Ou endormis, en tout cas, sinon ils entendront pas, donc de toute façon, ne t'en inquiète pas. Heu, non, écoutez, moi, ce que je dis souvent et ce que je dis à mes équipes, c'est voilà, c'est un métier de passion, il faut le faire parce qu'on aime ça. C'est un métier prenant, après on fait des choix personnels, on peut sacrifier un peu sa vie personnelle ou pas, après ça c'est au choix de chacun, mais c'est vraiment un si on n'aime pas ce métier, il faut vraiment pas le faire et quand je dis ce métier, c'est aussi bien au niveau d'un restaurant ou de tout métier. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement et puis, de se mettre des challenges aussi, de se dire qu'on peut le faire et il y a pas de raison et il y a pas besoin de passer alors là, on va me haïr, mais par des grandes écoles, Les Roches, Glion et autres, qui certes aident beaucoup, mais, les petites écoles hôtelières ont des très, très belles pépites. Il faut juste les dénicher et les mettre, ou les polir comme des diamants et je suis sûr que ça fait, des fois beaucoup plus de miracles. Donc voilà, donc juste, surtout que c'est un métier maintenant où c'est difficile de trouver du personnel, donc il faut vraiment être, à l'écoute, je pense aussi des employés sans être, la vieille école française qui est importante. Ça, j'ai toujours dit, c'est vrai que c'est le côté carré et autres, mais il faut être aussi, à l'écoute de ces équipes et de les soutenir et d'être avec eux. Je crois que pour moi, c'est important. Voilà. Un bon dernier message, en tout cas, merci beaucoup, Hervé, d'être, venu faire un tour sur Hospitality Insiders. Félicitations encore, pour, cette belle récompense d'Hugo et Mio et on te souhaite, à toi et à tes équipes, toute, la plus belle des réussites, à Dubaï. Eh bah, écoute, c'est moi qui te remercie en tout cas, de ton temps aussi. Je suis ravi d'avoir pu, renouer contact, via le podcast avec toi. Donc, merci beaucoup en tout cas, de ce petit moment, accordé, en ta compagnie. À bientôt. À bientôt. Merci. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.